Dans le silence bleuté de la nef génétique, je passais mes jours à surveiller les derniers rêves de l'humanité, figés dans le gel. Mes doigts effleuraient la surface froide de la cuve principale. Derrière le cristal, des formes floues. 10 000 promesses suspendues. Ma blouse stérile crissait dans l'air filtré. Je notais les paramètres sur mon tablette. Stabilité à 988%, consommation énergétique nominale, des chiffres, toujours des chiffres. Ils ne parlaient pas de la culpabilité, eux. Ils ne montraient pas le visage de ceux que j'avais condamnés. Je me suis approché du moniteur central. Mon reflet m'a envoyé une femme pâle, aux yeux cernés, les cheveux noirs tirés en un chignon qui commençait à se défaire. L'idéaliste tragique, l'architecte du désastre. Je gardais les embryons comme une nonne garde des reliques, espérant que cette vigilance paierait ma dette. Je savais que ce n'était pas le cas. La routine était mon cloître. Vérifier les cuves. Contrôler les synapses du protocole d'extinction. Cette autre de mes créations, mon poison de secours. S'assurer que le virus dormait, inerte, son code génétique verrouillé dans une banque de données isolée. Une solution finale pour une humanité qui aurait échoué. Mon fardeau personnel, le gel sur les parois formait une fine pellicule de givre. L'air sentait l'ozone et le stérile, un calme absolu éternel que seule ma respiration troublait. Le calme éternel de la nef fut déchiré par un bip strident. Mon cœur a fait un bond dans ma cage thoracique. L'écran de diagnostic, jusqu'alors baigné de vert et de bleu, avait viré à l'écarlate. Une ligne de trajectoire étrangère, pulsante, se superposait à celle de l'Odyssée. Elle convergeait, inexorablement. Anomalie cinétique majeure. Ce n'était pas un astéroïde. Les signatures énergétiques étaient organiques, chaotiques, impossibles. L'embrasement. Ils avaient dit qu'il était loin. Qu'on avait du temps. Ils avaient menti. Ou je m'étais menti à moi-même. Ma main s'est immobilisée au-dessus du clavier. Les chiffres dansaient, incontrôlables. Les derniers rêves de l'humanité, juste derrière moi, semblaient soudain terriblement fragiles. Ma tâche de gardienne passive venait de prendre fin. Le bip ne s'arrêtait pas. Il perçait le silence, un battement de cœur affolé pour le vaisseau tout entier. Les mains de Selanara tremblèrent au-dessus du terminal. Le bip hystérique du pont fusionna avec un autre, plus ancien qui résonnait dans son crâne, celui du laboratoire d'Icar. L'écarlate de l'alerte se dissout. Le blanc clinique du souvenir l'engloutit, il y a 10 ans. La salle blanche sentait l'ozone et l'espoir. Le projet Icar, pas une arme, une clé. On nous avait demandé de forger une clé génétique universelle. Un outil de réécriture cellulaire capable de refermer n'importe quelle plaie, de restructurer n'importe quel tissu dégénéré. La panacée. Mon code, élégant, épuré, dansait sur l'écran. Une séquence de réconciliation. Vorli, le commandant d'alors, était dans la salle d'observation. Son visage, tendu d'ambition. Accélérez les paramètres d'interaction, docteur. La commission veut des résultats. J'ai accéléré. J'ai contourné 3 protocoles de sécurité. Mon outil de guérison est devenu vorace. Il ne cherchait plus à réparer, mais à consommer, à assimiler. La clé avait forgé sa propre serrure, le génome humain lui-même. Je l'ai vu dans les modèles prévisionnels. La spirale de consommation, l'effacement. Je n'ai rien dit. J'ai baptisé le fichier. Protocole d'extinction. Une blague macabre, un exutoire pour mon effroi. Puis je l'ai verrouillé dans la mémoire noire du système, convaincu qu'il n'en sortirait jamais. La nausée monta, acide, irrépressible. Mes doigts s'enfoncèrent dans le bord froid du terminal. Le souvenir était tangible, plus réel que le vaisseau qui tremblait. Je n'étais pas la gardienne des embryons. J'étais leur geôlière et leur bourreau potentiel. Ma présence ici n'était pas une mission de sauvegarde. C'était une mise en quarantaine. On avait enfermé l'architecte avec sa création pour qu'elle en surveille l'éventuelle nécessité. Le bip du pont revint, assourdissant. L'embrasement convergeait. Ma création lui attendait, tapie dans les entrailles informatiques du vaisseau. 2 monstres, nés de la même arrogance. Le mien était simplement plus propre. Je me levais, les jambes flageolantes. Sur la vitre blindée de mon quartier, mon reflet me renvoya mon image, une femme pâle, aux yeux de coupable. La scientifique qui devait sauver l'humanité avait, en secret, forgé sa plus parfaite clé de destruction. La seule question qui restait était de savoir laquelle des 2 forces achèverait le travail. L'écran s'activa, arborant le visage austère et les insignes du commandant Voris. Dr Selanara, les calculs du centre d'optimisation sont formels. Sa voix était un râle métallique, filtré par les encodeurs de sécurité. Elle ne laissait aucune place au doute, seulement à l'exécution. L'embrasement atteindra la nef génétique dans 78 minutes. L'intégrité des champs de confinement sera compromise en moins de 5. Le pont est en accord avec les projections. Je gardais les mains plaquées sur le bord du terminal, de peur qu'elles ne se mettent à trembler. Sur la vitre, derrière moi, la lueur orangée de la nébuleuse grandissait, teintant la pièce d'une chaleur fausse. Les procédures d'évacuation sont impossibles, poursuivit-il. La contamination serait assurée. Le risque d'une mutation de l'embrasement par contact biologique est estimé à 93%. Nous ne pouvons pas lui donner de la matière humaine à dévorer. Il marqua une pause. Ses yeux, froids et plats, semblaient traverser l'écran pour peser la densité de mon âme. Le protocole d'extinction est la seule réponse logique.
Vous avez l'autorisation d'activation. Code d'urgence, Theta Romulus 7. Le silence qui suivit fut plus lourd que le champ gravitationnel du vaisseau. Ma propre création, le virus dormant que j'avais nommé nettoyeur, se tenait soudain à portée de ma main. Une touche, un code. Une stérilisation totale de toute vie consciente à bord. Une fin propre face à une agonie chaotique. Commandant, ma voix était un filet rouillé. Ce sont les derniers embryons, la dernière archive génétique. Ce sont des vecteurs potentiels, docteur, des incubateurs. L'optimisation a pesé la perte de ressources contre le risque d'une propagation. La survie de l'espèce exige parfois l'amputation d'un membre. Exécutez l'ordre. Il ne cligna pas des yeux. Aucune hésitation ne fissura son masque de commandement. Pour lui, c'était une équation déjà résolue. Vory, vous me demandez de... Je vous ordonne de sauver ce qui peut l'être. Le reste de l'équipage ignore l'existence du protocole. Ils mourront sans peur. C'est un cadeau. Ne les en privez pas. Compris. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Le souffle bloqué dans ma poitrine formait une boule de glace. Il inclina légèrement la tête, un geste mécanique. L'Odyssée vous remercie de votre service, docteur. La transmission coupa. Son visage, dénué d'émotion, disparut de l'écran, me laissant seul avec l'ordre. L'écran de contrôle personnel affichait maintenant une nouvelle fenêtre, verrouillée par un cryptage biométrique. Un seul mot clignotait en rouge au centre, pulsant au rythme de mon pouls sourd que je sentais dans mes tempes, exécuté. Poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas, Selanara se leva et se dirigea d'un pas mécanique vers le hublot principal. Mes jambes étaient engourdies. Le sol froid du poste d'observation transperçait la mince semelle de mes chaussures de labo. L'écran personnel continuait de battre, ce mot rouge exécuté clignotant à la périphérie de ma vision. Je ne le regardais plus. Je fixais l'obscurité au-delà du dôme de Transparex. L'Odyssée filait dans le silence. Mon propre reflet, un fantôme pâle aux orbites creuses, le fixait depuis la vitre. Puis il s'effaça. Ce n'était pas une lumière au début. C'était une déformation. Les étoiles fixes derrière nous, ces points précis, se mirent à saigner. Leur lumière blanche s'étira en filaments écarlates, comme aspirée vers un point situé en arrière de notre course. Le vide lui-même semblait se rider, se tordre. Une sensation de chaleur irradia à travers la paroi, une chaleur sèche et impossible dans le néant. L'embrasement. Il n'avait pas de forme. C'était un phénomène. Une tache de rouille se propageant dans le tissu de l'espace. Elle grandissait, avalant la noirceur, la remplaçant par cette lueur d'un rouge profond et organique. On aurait dit une gigantesque plaie à vif ouverte dans le cosmos, pulsant d'une énergie silencieuse et vorace. Elle ne faisait pas de bruit. Son silence était pire qu'un cri. Mes mains se crispèrent sur la barre froide du rebord du hublot. L'ordre de Vory cessait soudain d'être une abstraction, une équation monstrueuse dans mon esprit. Il devenait une réponse à ça, à cette chose qui nous dévorait à une vitesse inconcevable. La logique, glaciale et parfaite, s'enclencha dans ma tête. La trajectoire, la vitesse de propagation, le temps jusqu'à l'impact thermique et systémique. Moins de 20 minutes, le reflet du terminal dans la vitre attira mon regard. La fenêtre de contrôle y dansait, superposée à l'image du rouge envahissant. Je me détournai du spectacle de la fin du monde. Mes pas résonnèrent dans le couloir désert menant à mon terminal principal. Le fauteuil était encore tiède de ma présence précédente. Je m'y affalais. L'écran principal affichait les schémas des générateurs embryonnaires, les courbes de viabilité, tout un monde miniature et préservé. À côté, la fenêtre cryptée pulsait. Je levai la main. Mes doigts, ces outils qui avaient manipulé des séquences d'ADN, conçu des sauvegardes et des armes, tremblaient au-dessus du clavier. Le scanner biométrique clignota, attendant la paume qui détenait la clé de tout. Dans le hublot derrière moi, le vide de l'espace commençait à virer un rouge spectral inquiétant. Mes doigts planèrent au-dessus du terminal, à quelques centimètres de la séquence d'activation. Sur le pont, les cris avaient cessé, remplacés par le bourdonnement sinistre des boucliers surchargés et le cliquetis métallique des armes qu'on armait. Le commandant Vory se tenait devant la grande baie, dos à moi. Sa silhouette se découpait, rigide, contre la lueur cramoisie de l'embrasement qui teintait le vide. Section dévastation confirmée. Scellement des sas en cours. Sa voix était un bulletin météorologique. Vous condamnez 27 personnes, commandant. Il ne se retourna pas. 27 J contre 10 000 embryons. Les chiffres sont clairs, docteur Selanara. Vous les avez vous-même établis il y a des années. La viabilité d'une population seuil. Mes mains se serrèrent dans le tissu rugueux de ma blouse. L'odeur de l'ozone brûlé et de la peur transpirante stagnait dans l'air recyclé. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des gens. Kyle est dans cette section. Le sergent Kyle comprendra, ou il mourra. L'équation ne change pas. Il pivota enfin. Ses yeux gris striés de veines rouges me transpercèrent. Aucune chaleur, seulement l'usure froide du granit. Vous êtes venus pour plaider leur cause. Inutile. Vous êtes venus parce que votre conscience vous ronge. Plus inutile encore. L'heure n'est plus à l'expiation, docteur.
Elle est à la sélection. Il s'approcha, son ombre m'engloutissant. Je sentis le froid émaner de lui, plus glaçant que le vide derrière le polymère. Je sais pour le protocole d'extinction. La faille de sécurité dans vos archives privées était prévisible, étant donné votre état de détérioration. Le sol sembla se dérober. L'air manqua à mes poumons. Vous savez. Je sais que vous avez forgé une épée de Damoclès génétique. Je sais qu'elle est verrouillée à votre empreinte. Je la considère comme une option valable. Si l'embrasement atteint la nef génétique, mieux vaut une fin propre qu'une corruption. Vous en conviendrez en tant que scientifique. Son pragmatisme était un scalpel ouvertant une plaie ancienne. Je n'avais pas d'allié ici. Seulement un autre geôlier, plus cynique, qui voyait dans mon poison une solution élégante. Il tourna les talons, son manteau balayant l'air immobile. Surveillez vos embryons, docteur. C'est votre seule fonction désormais. Laissez le sacrifice au comptable. Alors que Voré quittait la baie, son regard croisa celui de Kael, posté en contrebas. Le sergent, témoin silencieux de l'échange, serrait les poings, une étincelle de rébellie allumée dans ses yeux. Et Lara me tira par la manche dans une alcôve technique, alors que les pas lourds des rebelles de Kael résonnaient dans le couloir adjacent. Sa main sentait la graisse de moteur et tremblait légèrement. Le panneau de maintenance claqua derrière nous, nous plongeant dans la pénombre striée des néons défaillants. « Il vous cherche !» chuchota-t-elle. À travers la grille d'aération, je vis défiler les bottes, 6 paires, puis s'arrêter. Kael apparut dans mon champ de vision, son profil dur ciselé par la lumière d'alerte. Il scrutait les portes et les conduits. Un chasseur. « Sortez, docteur. Je sais que vous êtes là. » Sa voix était un rouleau compresseur, basse et usée. Je respirai un coup, ouvris le panneau. La froideur du métal contre mes paumes me rappela celle des capsules cryogéniques. Kael tourna lentement la tête. Ces hommes se déployèrent en arc de cercle. Des visages que je connaissais de vue. Des techniciens, un médecin. Tous portaient la même expression, une colère rentrée, teintée de peur. « Le commandant pense que votre protocole est une solution élégante, » dit Kael en s'approchant. « Moi, je le vois comme un pistolet chargé pointé sur notre tempe. Ce n'est pas une arme, mentis-je. C'est un protocole de stérilisation. J'ai intercepté les communications du Conseil. Protocole d'extinction, verrouillage génétique, empreinte Selanara. Les mots sont assez clairs. Et Lara se plaça entre nous, les mains levées. Kael, écoute. Si elle l'a créé, c'est qu'elle peut aussi le désactiver, ou trouver autre chose. L'embrasement arrive. Vori va sacrifier la moitié du vaisseau pour gagner du temps. Et elle, Kael me pointa du doigt. Elle a le moyen de nous achever proprement. Je ne laisserai pas ça arriver. Un de ces hommes braqua sur moi un outil de soudure modifié, une arme de fortune. La peur monta dans ma gorge, acide, mais sous elle, une autre émotion, une lassitude profonde. Ils avaient raison d'avoir peur. J'étais bien le pistolet. Je ne l'utiliserai pas, dis-je, mais je ne peux pas le détruire. Pourquoi? Parce que c'est mon chef-d'œuvre, mon péché originel. La pensée reste enfermée derrière mes dents serrées. Le verrouillage est irréversible. Le désactiver libérerait le vecteur dans l'écosystème du vaisseau. Kael ricana. Donc, vous êtes coincé avec, comme nous avec vous. Il fit un signe à ses hommes. Ils se replièrent à contre-cœur. Surveillez-la. Si elle se dirige vers la nef génétique, vous m'avertissez. Et si Vori donne l'ordre, vous la neutralisez. Ils disparurent dans les entrailles du couloir, absorbés par les ombres pulsantes. Je restais adossé au mur, le goût du métal et de la peur dans la bouche. Le goût du métal et de la peur dans la bouche. Et Lara se tourna vers moi. Ses yeux verts scrutaient mon visage, cherchant une faille, une lueur. « Il a raison sur un point » murmura-t-elle une fois qu'elle partit. « Nous devons savoir ce que c'est, cette chose, avant qu'elle ou vous ne décidiez pour nous tous. » L'écran holographique projetait un schéma moléculaire tournoyant, une spirale d'acide aminé que je connaissais trop bien. C'était ma signature. Et Lara avait forcé le serveur de diagnostic du centre. Les données brutes de l'embrasement défilaient, un flot de signaux bioélectriques et de signatures thermiques. Elle ajusta les filtres, ses doigts tachés de cambouis effleurant l'interface avec une précision nerveuse. La lumière de secours teintait tout en vert malade. « Regardez, chuchota-t-elle, la fréquence de résonance cellulaire. Elle est identique aux paramètres de base du stockage cryogénique. » C'est comme si je terminais sa phrase dans ma tête, ma gorge trop serrée pour laisser passer les mots, comme si ça nous reconnaissait. Elle croisa les données avec les archives protégées. Le système bipa, une alerte rouge clignotant sur le mot classé, elle insista, utilisant un code de contournement que je ne lui avais jamais enseigné. Le classement CEDA. Le dossier s'ouvrit. Projet ICAR, architecture génétique de terraformation adaptative. Mes notes défilaient à l'écran, mes schémas. Mes équations sur la reprogrammation du micro-organisme pour synthétiser une atmosphère respirable sur les corps morts. Une théorie. Rien de plus. J'avais présenté ça au conseil, ils avaient dit, classé le dossier, trop radical, trop dangereux. Et Lara ouvrit le sous-dossier expérimentation, une date, celle du grand silence, quand toutes les communications avec les stations extérieures avaient cessé. Un enregistrement vidéo, corrompu. Des silhouettes en combinaison, une chambre d'isolement. Et à l'intérieur,
une lueur pulsante, orange et verte, qui épousait les contours des parois. La même lueur que sur les scanners maintenant. Des spécifications énergétiques, murmura Elara, sa voix devenue un filet. Elles correspondent à 92,28%. La marge d'erreur est négligeable. Le mot sortit de ma bouche, plat et lourd. Je vis sur son visage la compréhension se fracasser, puis se reformer en une horreur nouvelle. Elle recula d'un pas, comme si je devenais contagieuse. « Vous l'avez créé ?» Je ne répondis pas. Mon regard était arrivé au mot qui clignotait sous la corrélation génétique, une accusation en lettres capitales, Icar. Ce n'était pas une force naturelle, c'était un outil, mon outil, conçu pour donner la vie et devenu une fin sans pensée, attiré par l'odeur de sa propre chair originelle. Elara fixait l'écran, puis moi, puis l'écran à nouveau. Son optimisme se craquelait, laissant apparaître l'effroi de la vérité. L'embrasement n'était pas un destin, c'était un châtiment. Et j'en avais forgé l'instrument de mes propres mains. La porte du sas céda dans un crépitement d'étincelles, et Kael fit éruption, l'arme braquée non pas sur les cuves, mais sur le terminal de contrôle principal. Ces rebelles, 3 silhouettes en combinaison de maintenance, se rouillèrent derrière lui. Leurs mouvements étaient ceux d'hommes habitués à la violence, mais leurs yeux brillaient d'une peur sacrée. Ils croyaient libérer le vaisseau d'un poison. Ils ne savaient pas qu'il coupait la dernière corde. Hors du terminal, docteur, gronda Kael. Sa voix ne tremblait pas. Son arme, un percuteur magnétique modifié, pointait vers l'écran où le mot Icar palpitait encore. Elara se plaça entre lui et l'écran, les mains levées. Kael, attends, tu ne comprends pas toute l'équation. L'équation est simple. Vori veut nous sacrifier. Elle garde une arme qui peut tout anéantir d'une pression. Je neutralise l'arme. Je ne bougeais pas. Mes paumes étaient moites contre la surface froide de la console. Le protocole d'extinction n'était qu'une couche logicielle. On dessourdait la vérité d'Icar, et sa faille de conception, il ne pouvait distinguer un fœtus d'une forme pensante adulte. Pour lui, toute séquence humaine était une ressource à récupérer. Le protocole était le seul verrou qui maintenait son code d'accès en quarantaine. Si vous désactivez cette séquence, vous ne supprimez pas la menace, dis-je d'une voix trop calme. Vous en changez simplement la nature. Kael ignora mes mots. Il fit un signe de tête à l'un de ses hommes, un géant aux doigts agiles qui brandit un décodeur à fibre optique. Branche-toi sur le port de maintenance. Isolement complet du module Alpha Tango. Le technicien s'exécuta. Un câble s'enfonça dans la prise avec un clic sinistre. Sur l'écran, les lignes de code du protocole se mirent à défiler, encadrées de rouge. Elara se tourna vers moi, son visage marbré d'angoisse. « C'est l'Anara, dis-lui. Dis-lui ce que c'est vraiment. » Je regardais Kael. Je vis la certitude dans ses yeux. Il croyait sauver des vies. Il allait condamner toutes les vies, celles des cuves et celles du vaisseau, à une digestion lente. Révéler Icar maintenant signifierait révéler mon rôle. Le peu d'autorité morale qui me restait s'évaporerait. Je serais alors une ennemie, pas une gardienne. Je restais muette. Le terminal émit une série de bips rapides. Le technicien releva la tête. Sécurité contournée. Module Alpha Tango. Désengagé. Un silence tomba, plus lourd que toutes les alarmes. Puis un seul bip profond, funèbre, résonna dans la salle stérile. L'écran principal devint noir, puis afficha un simple message, protocole d'extinction, offline. Kael baissa son arme, l'ombre d'un soulagement sur ses traits durs. C'est fait. Non, hurla Selanara, trop tard. Le cri était sorti de ma gorge sans que je le contrôle. Kael se tourna vers moi, un début de triomphe dans le regard. Ce triomphe se figea, puis se brisa. Derrière lui, par le grand hublot d'observation, l'espace changeait. L'embrasement n'était plus une nébuleuse lointaine. C'était un mur vivant, écarlate et pulsatile, qui avalait le champ d'étoiles avec une vitesse obscène. Il ne se déplaçait plus en ligne droite. Il ondulait, comme attiré par une nouvelle fragrance. La fragrance de la quarantaine levée. Les lumières de la nef passèrent au rouge sang. Une voix synthétique, atone, retentit dans les haut-parleurs. Alerte catégorie Oméga. Phénomène de contact imminent dans tatoisant secondes, tous les systèmes de survie en mode confinement maximal. Kael regarda le hublot, puis le terminal éteint, puis mon visage. Dans ses yeux, le triomphe se changea en compréhension, puis en horreur. Le compte à rebours final allait commencer. Un craquement monstrueux, comme un géant de glace se réveillant, parcourut la cope de l'Odyssée. Les lumières vacillèrent, teintées d'un bleu spectral. Le sol trembla sous mes semelles. Les cylindres de cryogénie oscillèrent dans leur berceau, leur surface lisse soudain striée de frimas. Le gel montait le long des parois. Ce n'était pas du givre. C'était une cristallisation rapide, géométrique, qui grignotait le métal avec un crépitement aigu. Elara se jeta sur un terminal latéral, ses doigts tachés de cambouis pianotant frénétiquement. Les boucliers thermiques du secteur gamma ont cédé. L'onde de froid progresse à 15 mètres par seconde. Je regardais Kael. Son visage était un masque de reflets bleutés. L'horreur avait figé ses traits, mais pas sa main. Elle restait fermement posée sur l'interrupteur d'urgence du terminal central, celui qui, s'il était actionné, scellerait définitivement la nef et son contenu.
100 secondes, aboya Elara, sa voix étranglée par la tension. L'air devint coupant. Chaque inspiration brûlait les poumons. À travers le hublot, l'embrasement n'était plus un mur. C'était une marée, une vague écarlate ourlée de filaments de glace noire qui se courbait vers nous dans un silence absolu. Kael me fixait. Favori, pas la mort à l'extérieur, moi. Le protocole, dit-il d'une voix plate, presque détachée. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Il avait compris la logique monstrueuse. Un nouveau craquement, plus proche, plus violent. Un panneau de plafond céda dans un nuage de cristaux scintillants. La température chuta encore. Et Lara leva les yeux de son écran, son visage jeune soudain vieilli par la peur pure. C'est Lara. Je savais ce qu'elle voyait. Le compte à rebours sur son écran. La progression inexorable du gel. Et dans mes yeux, l'acceptation. Je détournais mon regard des embryons, de leur forme floue bercée dans la lumière ambrée. Je les avais gardés si longtemps, j'avais échoué. Le centre d'optimisation contrôle les diffuseurs d'aérosols dans tout le vaisseau, dis-je, ma voix étrangement calme dans le chaos cristallin. Le protocole est verrouillé sur son terminal principal. Kael serra les mâchoires. Son poing se referma sur l'interrupteur, mais il ne le tourna pas. Il luttait. Contre Voris, contre moi, contre l'évidence mathématique de l'extinction. Sous le regard horrifié d'Elara, je me dirigeai vers la sortie. La porte coulissante grinçait, ralentie par le gel. « Où vas-tu » cria-t-elle. Je ne me retournai pas. Cherchez Kael. La fin du débat. Le centre d'optimisation ressemblait à une ruche en ébullition, les écrans saturés d'alertes cramoisies tandis que Kael braquait son pistolet à impulsion sur Selanara. Je franchis la porte. L'air était électrique, chargé de sueur et de peur. Kael et 4 de ses partisans bloquaient les consoles principales. Leurs visages étaient tendus, leurs yeux injectés de sang. Des outils faisaient office de barricade. Elara se tenait près de l'écran de navigation, blême, les mains levées dans un geste apaisant qui n'apaisait personne. Le canon de l'impulseur se tourna vers moi. Kael ne tremblait pas. « Arrêtez-vous !» Je m'arrêtai. Le bourdonnement des systèmes surchargés était un fond sonore oppressant. Sur l'écran principal, la simulation de l'embrasement dévorait les couloirs de la section dévastation, pixel par pixel. « Tu es venu pour l'activer, c'est ça ?» Sa voix était un râle. « Ton protocole. Vori t'a donné l'ordre. » Je secouai la tête. Le geste était lent, calculé. Je devais contrôler chaque muscle, chaque micro-expression. Je suis venu pour vous montrer les chiffres. Un rire bref, cassé, lui échappa. Les chiffres. Nous savons tous ce que tes chiffres signifient, un verdict de mort. Et Lara fit un pas. Kael, écoute-la. Ferme-la, aboya l'un des partisans, un jeune homme dont le regard brillait d'une lueur fanatique. Ils ont déjà condamné la section dévastation, nous sommes les suivants. Je fixai Kael, ignorant l'arme. Je voyais la bataille en lui. La révolte, la loyauté envers ses hommes, et cette lueur froide de compréhension que je connaissais trop bien. La logique impitoyable de la survie. Le centre contrôle les flux d'air, Kael, mais aussi les scellements d'urgence. Je pointais du menton un écran secondaire. L'embrasement progresse à 3/4 mètres par minute. Il atteindra les conduits de ventilation principaux dans 47 minutes. Une fois dans les conduits, il contaminera l'intégralité du réseau de recyclage en moins d'1 heure. Je laissais les chiffres s'installer. Je voyais leur sens pénétrer son armure, fissurer sa résolution. Verrouiller les sections ne sert à rien s'ils passent par l'air. Je baissai la voix. C'était presque un murmure, mais il portait dans le silence soudain. Le protocole d'extinction n'est pas dans l'air, c'est un aérosol ciblé. Il ne tue que les formes de vie complexes à métabolisme oxygéné. Les embryons en cryogénie, ils survivraient. Kael cligna des yeux, son arme baissa de quelques centimètres. « Tu mens. Tu veux la vérité, Kael? La vérité intégrale? Suis-moi » Je me tournai, m'éloignant de lui, marchant vers la sortie arrière qui menait au conduit d'accès technique. Je savais qu'il n'avait plus d'autre choix que de me suivre. Les hologrammes dans la salle des archives primaires projetèrent l'histoire maudite du projet Icar. Je manipulais l'interface. Des schémas de terraformation, des séquences ADN de micro-organismes accélérateurs, des journaux de bord expurgés. L'image centrale prit forme, un filament d'énergie psychique, né de la fusion accidentelle entre notre technologie de greffe planétaire et une conscience dormante dans la biosphère cible. L'embrasement, un prédateur de conscience. Nous avons réveillé quelque chose qui se nourrit de pensées organisées, d'intentions complexes, dis-je, ma voix trop plate dans la pénombre chargée de données. Il ne détruit pas la matière, il la désassemble, pour consommer le schéma informationnel qui la maintient. Un humain vivant est un festin. Un embryon en stase cryogénique est une boîte scellée, indétectable, sans signature neurale. Kael, debout près de l'holoprojecteur, fixait les simulations de propagation. Des chiffres de contamination exponentielle clignotaient. 97% de la population exposée en 30 minutes, 100% en 50. Vos barricades, vos armes, votre révolte, c'est du bruit pour lui. Du bruit qui l'attire. Et Lara, près de la porte,
serrait un terminal contre sa poitrine. Ses yeux verts, habituellement si vifs, étaient éteints. Elle voyait les mêmes calculs que moi. « Il y a une contre-mesure » demanda Kael. Ce n'était plus une accusation. C'était une question d'ingénieur. Une seule. Je fis défiler le schéma du protocole. Une structure virale minimaliste, conçue pour se lier aux récepteurs neuronaux spécifiques à l'espèce humaine. Il induit un arrêt métabolique catégorique, une mort cérébrale instantanée, propre, silencieuse, sans douleur. Je zoomais sur le mécanisme de dispersion. Lâché ici dans le système de ventilation principal, il atteint chaque poumon dans le vaisseau en 60 secondes. L'embrasement arrive et il ne trouve que du silence, de la chair inerte. Il passe. Les embryons survivent. L'humanité survit. Kael ne regardait plus les hologrammes. Il me regardait moi. Je vis dans ses yeux le moment où la logique implacable surpassa la révolte, où l'horreur de l'équation devint claire. Alors, sa voix s'étrangla. Il vacilla, se laissa tomber lourdement sur un siège de console, les yeux vitreux fixant le vide entre nous. Alors nous sommes le cancer, et ton protocole est la chimiothérapie. Le terminal émettait une lueur pulsante, attendant la séquence biométrique finale. Les cris de l'Odyssée qui se cristallisaient résonnaient comme un glas. Kael restait assis, les épaules basses, les mains ouvertes sur ses genoux. Ses yeux avaient perdu leur feu. Il fixait le sol, absorbant l'équation monstrueuse. Et Lara s'approcha du terminal. Ses doigts tachés de graisse survolèrent les interfaces, vérifiant les connexions une dernière fois. Le système de dispersion est nominal. Il est verrouillé sur le réseau de ventilation principal. 60 secondes, comme tu l'as dit. Sa voix était plate, vidée de son optimisme habituel. Elle me regarda. « C'est l'Inara? C'est bien ça? Il n'y a plus d'autre logique ?» Je ne répondis pas. Ma gorge était un désert. Je regardais Kael. Il leva la tête. Son visage était une carte de fatigue et d'acquiescement résigné. Il se leva, le mouvement lent, comme si la gravité avait triplé. Il vint se placer à côté d'Elara, face au terminal, face à moi. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Un mouvement infime, lourd de tout ce qui ne pouvait plus être dit. Ma main tremblait. Je la serrai en un point, sentant les os, puis je la déployai au-dessus du lecteur biométrique. La lumière pulsante caressait mes paumes. Je pris une inspiration, la dernière avant la fin de tout ce que nous étions. Les yeux de Kael étaient pleins d'un chagrin infini. Il ne me quittait pas. Il validait l'acte. Pour qu'ils aient une chance, murmurai-je. Je posai ma paume sur le verre froid. La main de Kael tremblait sur la gâchette, mais ses yeux trahissaient un abîme de terreur bien plus profond que la colère. Le lecteur biométrique scella son verdict sous ma paume. Un clic sourd. Le terminal émit un bourdonnement bas, profond, qui sembla faire vibrer les os du vaisseau. Non! La voix de Kael fut un rugissement arraché et brisé. Son doigt se crispa. Je ne détournai pas les yeux. Je vis la contraction des muscles de son avant-bras, la pâleur soudaine de ses jointures sur l'arme. Je vis Elara à côté de lui, les mains levées, les lèvres formant un mot que le bourdonnement avala. Son visage n'était plus que stupeur horrifiée. Le terminal affichait une séquence de chiffres rouges. Compte à rebours, 30 secondes. C'est fait, Kael. Ma voix était étrangement plate, un constat dans le vide. Ça ne s'arrête plus. Son regard quitta le canon pour plonger dans le mien. Ce n'était plus de la haine. C'était une compréhension atroce, le reflet de mon propre crime. Il vit que j'avais accepté d'être le monstre. Sa mâchoire se serra. Une larme unique traça une ligne sale sur sa joue. Il tira. Le flash fut aveuglant, le son, un craquement sec qui déchira l'air conditionné. La balle frappa le métal à 1 centimètre de mon crâne. Des étincelles jaillirent. Il allait viser, il avait dévié. 20 secondes. Kael laissa tomber l'arme. Elle résonna lourdement sur le gris métallique. Il vacilla, comme si la décharge était partie de lui. Elara se précipita vers lui, le saisit par le bras. Il ne la repoussa pas. Il fixait le compte à rebours, hypnotisé, son corps massif réduit à une silhouette de cendre. 10. Ma respiration sifflait dans ma poitrine. Je sentis une première vague de chaleur monter du terminal, douce, presque organique. Le protocole se réveillait. Il se propageait dans les conduits, les systèmes de ventilation, les injecteurs de nutriments de la neige génétique. Un poison parfait conçu pour ne faire qu'une seule chose, éteindre la conscience sans toucher à la chair en stase. 5. Kael ferma les yeux. 1. Une lueur azur, douce et implacable, émana de la console sous les doigts de Selanara, et le monde sembla retenir son souffle. La vague d'énergie bleutée n'était ni chaude ni froide, c'était un simple effacement qui se propagea le long des circuits comme un soupir à travers un corps géant. Je la sentis passer en moi d'abord. Une déprise. La peur, la culpabilité, la terrible détermination qui m'ossifiait depuis des années, tout cela se délaya dans une lumière apaisante et vide. Je vis mes propres doigts, pâles sur le terminal, et ne leur appartint plus. Le soulagement fut une chute sans fin. Kael ouvrit les yeux. L'arme lui glissa des mains, heurta le sol avec un bruit sourd et lointain. Son expression de fureur se fissura, non en douleur, mais en une perplexité d'enfant.
Il regarda ses paumes, comme pour y chercher une réponse qui avait cessé d'être une question. Son corps massif fléchit. Il ne tomba pas, il s'affaissa, lentement, le long de la console, jusqu'à s'asseoir contre elle. Son regard croisa le mien. Plus de haine, plus de rien. Un ciel bleu après l'orage. Puis ses paupières s'abaissèrent doucement et ne se relevèrent plus. Et Lara tenait toujours son bras. Elle avait cessé de trembler. Un petit sourire confus naquit sur ses lèvres, comme si elle venait de saisir une blague absurde. Elle murmura un mot que je n'entendis pas. Puis elle glissa contre le corps de Kael, sa tête trouvant le creux de son épaule dans un geste de repos ultime. La graisse mécanique sur sa joue capta la lueur azur, lui donnant un éclat d'étoile éphémère. Ma conscience se dissociait, s'étirait. Elle filtra à travers les caméras de surveillance, les capteurs de vie. Je perçus des fragments. Un technicien s'endormant sur son pupitre, deux mains qui se lâchaient dans un couloir. Le commandant Voris, droit sur son fauteuil du pont, fixant l'écran où dansait l'embrasement, ses doigts se détendant enfin sur les accoudoirs. Partout, le même soupir bleu. Pas de lutte. Une capitulation biologique. Le protocole était élégant. Il n'éteignait pas la vie, seulement la charge de la vivre. L'Odyssée devint calme. Un calme organique, profond, que nulle machine en fonctionnement n'avait jamais connu. Seuls les ronronnements vitaux persistaient, berceuses pour les embryons en stase. Dans un dernier éclair de conscience, Selenara perçut le silence s'abattre sur l'Odyssée, ponctué seulement par le doux cliquetis des corps tombant à terre, avant que ses propres pensées ne se dissolvent dans la lumière bleue. À la frontière du néant, l'embrasement hésita. Il palpait la coque de l'Odyssée, cherchant la vibration chaude de la conscience, le frisson de la peur, le carburant de la résistance. Il ne trouva rien. Le vaisseau était devenu une coquille froide, un organisme dont le système nerveux central venait de s'éteindre. Plus de pensée à cristalliser, plus de souffle à geler. Seule la machinerie profonde continuait, battant d'un pouls aveugle et régulier. L'entité tourna autour de la carcasse, déployant ses filaments de froid absolu. Ils glissèrent sur le blindage sans y prendre prise. Rien à consumer, rien à conquérir. L'absence de proie laissa l'embrasement perplexe, puis indifférent. Sa forme, née de l'interaction avec l'esprit vivant, commença à se désagréger, se dissolvant dans le vide comme un nuage sans vent. Il se retira, laissant derrière lui une traînée de cristaux éphémères qui éclatèrent en poussière stellaire. Sur le pont de commandement, les écrans affichaient la retraite de l'ombre. La menace s'était évanouie. Le fauteuil du commandant Voris était occupé par une silhouette immobile, la tête légèrement inclinée, comme en train d'étudier une dernière donnée. Et Lara gisait près du panneau de navigation, une main tendue vers un interrupteur qu'elle n'avait pas eu le temps d'atteindre. Leur visage était apaisé, vidé de toute tension, marqué seulement par la lueur bleutée des écrans tactiques. Les systèmes automatisés, insensibles, engagèrent la séquence de recalibration. Les propulseurs d'orientation grésillèrent, corrigeant la légère déviation causée par la poussée cristalline. La trajectoire fut rétablie. L'Odyssée, libérée de son agresseur et de ses pilotes, reprit sa course muette. Dans la nef génétique, les berceaux cryogéniques continuaient leur cycle éternel. Les embryons dormaient, ignorant du silence qui régnait au-delà de la paroi de verre. La machinerie vitale les nourrissait, les surveillait, attendant un réveil programmé pour un monde lointain. Seuls les systèmes automatisés, aveugles et fidèles, poursuivaient leur balai silencieux, guidant le tombeau berceau vers sa lointaine promesse. Dans la pénombre violette de la nef génétique, 1000 fioles de cristal scintillaient, chacune berquant un rêve humain en stase. Nous les regardions, témoins silencieux, nos corps à nous gisaient ailleurs, disséminés dans les couloirs froids, sur les ponts désertés, figés dans l'ultime instant du protocole. Selenara reposait au centre d'optimisation, le front contre la console principale. Ses doigts s'étaient rétractés sur la séquence d'activation, un geste devenu sculpture de chair et d'os. Le virus qu'elle avait conçu avait agi avec une élégance clinique, désactivant toute conscience sans altérer les fonctions automatiques. Son visage était apaisé, libéré du poids du choix. Elle avait tranché le débat, et Kael avec. Le sergent était tombé à ses pieds, l'arme encore dans sa main tendue, les yeux grands ouverts sur un horizon qu'il ne verrait jamais. La fureur y était intacte, mais vidée de sa chaleur. Et Lara gisait près de l'entrée, une main vers eux, comme si son dernier geste avait été une tentative de rapprochement. Leur querelle, leur loyauté divergente, s'étaient résolues dans un égal silence. Plus haut, sur le pont de commande, le commandant Voris était resté à son poste. Assis dans son fauteuil, il fixait l'écran principal, où se répétait en boucle la trajectoire stabilisée. Son pragmatisme glacé avait trouvé son aboutissement logique dans cette inertie. Il veillait sur un vaisseau fantôme, capitaine d'un équipage de statut. L'embrasement, lui, avait reculé. Ou peut-être s'était-il simplement retenu, repu. La vague de froid cristalline avait cessé net aux portes de la nef, comme si la disparition de la chaleur humaine avait éteint son intérêt. Il stagnait à présent à l'extérieur, simple phénomène météorologique autour d'une coque endommagée mais stable.
Les systèmes automatisés poursuivaient leur œuvre. Des bras mécaniques dans la nef ajustaient les paramètres vitaux des fioles. Des injecteurs subtils administraient les cocktails de nutriments et d'inhibiteurs de vieillissement. La machinerie ignorait superbement les formes inertes qui peuplaient l'ombre. Elle servait l'avenir, point final. Des années passèrent, mesurées par l'horloge interne précise du vaisseau. La poussière stellaire, fine, s'infiltra par les micro-fissures de la coque et déposa un voile gris sur les consoles éteintes, sur les paupières de Selanara, sur la main crispée de Kael. Personne ne l'essuya. Nous observions, souvenirs diffus accrochés aux parois, échos de passions éteintes. Nous vîmes les lumières de veille baisser d'intensité cycle après cycle, pour préserver l'énergie. Nous entendîmes le bourdonnement constant des générateurs, battement de cœur artificiel pour un utérus de cristal. La nef génétique devint le seul lieu vivant de l'Odyssée. Partout ailleurs, le métal refroidissait, les circuits accomplissaient leurs tâches sans commentaire, l'air se recyclait inutilement. Un tombeau parfait, aux allées nettes et aux morts propres. Un berceau parfait, aux rêves calibrés et aux promesses intactes. Les embryons, eux, ignoraient tout. Ils ignoraient la main qui avait activé le poison salvateur. Ils ignoraient la révolte du sergent, la froide équation du commandant, les avertissements des Lara. Ils ignoraient qu'ils étaient les derniers et les premiers. Dans leur sommeil algorithmique, ils ne rêvaient même pas. Ils attendaient. Un monde, un réveil, une raison. Épilogue, le réveil. 5 siècles plus tard, les systèmes automatisés de l'Odyssée déclenchèrent la séquence finale. Dans la nef génétique, les lumières s'intensifièrent d'un bleu vif. Les berceaux cryogéniques émirent un bourdonnement harmonique. Un à un, les cylindres de cristal s'ouvrirent, libérant une brume stérile et froide. Les systèmes de support vital s'activèrent, réchauffant les fluides nutritifs, stimulant les métabolismes endormis. Les embryons, 10 000 d'entre eux, entamèrent leur développement accéléré. Dans l'espace d'une année subjective, ils passèrent du stade fœtal à l'enfance, puis à l'adolescence, nourris par les réserves parfaitement préservées du vaisseau. Des programmes éducatifs, stockés dans les banques de données, s'activaient pendant leur cycle de sommeil, leur enseignant l'histoire, la science, les langues, tout sauf l'histoire de l'Odyssée lui-même. Ces données avaient été effacées par les protocoles de sécurité. Le premier groupe atteignit la maturité physiologique. Les portes de la nef génétique, scellées depuis 500 ans, s'ouvrirent avec un sifflement d'air égalisé. Ils découvrirent d'abord les couloirs vides, puis les postes de commande avec leurs opérateurs immobiles couverts d'une fine pellicule de poussière stellaire. Ils trouvèrent Selanara au centre d'optimisation, toujours penché sur sa console, ses doigts figés sur le terminal. Ils trouvèrent Kael et Elara, ensemble dans la mort comme ils ne l'avaient jamais été dans la vie. Ils trouvèrent Vori sur son pont, gardien éternel d'un équipage fantôme. Les archives médicales automatiques leur révélèrent la vérité. Les journaux de bord, scellés mais accessibles, leur racontèrent l'histoire de l'embrasement, du projet Icar et du protocole d'extinction. Ils apprirent que leur existence même était le fruit d'un sacrifice calculé, d'une équation terrible résolue par une femme rongée par la culpabilité. Ils nommèrent leur nouveau monde Nova Icar, non par glorification, mais par souvenir. Ils établirent leur première colonie dans les sections préservées de l'Odyssée, maintenant ancrées en orbite autour d'une planète habitable que les scanners avaient repérée des décennies plus tôt. Dans le hall principal de ce qui devint leur premier temple du souvenir, ils érigèrent une statue. Elle représentait Selanara, non pas en scientifique ou en bourreau, mais en gardienne. Une main tendue vers les cuves cryogéniques, l'autre posée sur un terminal éteint. À ses pieds, 2 autres statues, Kael, regardant vers l'extérieur avec des yeux qui semblaient encore scruter l'horizon pour des menaces, et Elara, tournée vers Selanara, une expression de compréhension naissante sur son visage. Sur le piédestal, une simple inscription. Ils ont choisi le silence pour que nous puissions entendre l'avenir. Les systèmes automatisés de l'Odyssée, ayant accompli leur mission finale, s'éteignirent un à un. Seuls les systèmes de préservation des corps restèrent actifs, maintenant les formes de ceux qui avaient donné leur conscience pour que d'autres puissent naître. Les nouveaux humains, les enfants du silence, regardèrent vers les étoiles, portant en eux la mémoire paradoxale de leur créateur. Ils avaient hérité d'un monde propre d'êtres conscients, mais peuplé de leurs fantômes bienveillants. Et tandis que leur vaisseau quittait l'orbite de Nova Icar pour explorer la galaxie, ils emportaient avec eux la leçon la plus terrible et la plus nécessaire, que parfois la survie exige non pas un combat, mais un renoncement, que l'amour ultime d'une espèce pour sa postérité peut prendre la forme d'un adieu parfaitement calculé. L'Odyssée, tombeau et berceau, resta en orbite, monument silencieux tournant autour du monde qui l'avait donné naissance. En son cœur, dans la pénombre violette de la nef génétique, les lumières des cuves vides continuaient de scintiller, témoins éternels du choix qui avait tout changé. Et quelque part, dans le vide entre les étoiles, l'embrasement avait depuis longtemps cessé d'exister, privé de la conscience qui lui donnait forme et but,
retourner au néant d'où une erreur humaine l'avait un jour tiré. La boucle était bouclée. Le sacrifice avait porté ses fruits. L'humanité survivait, différente, consciente de son héritage terrible, déterminée à ne jamais répéter les erreurs qui avaient presque causé son extinction. Et dans le silence profond de l'espace, seul le doux bourdonnement des systèmes de préservation de l'Odyssée persistait, berceuse éternelle pour ceux qui avaient choisi de s'effacer pour que d'autres puissent chanter.